Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Sarah Salman, avocat au barreau de Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir Stéphanie. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Stéphanie. Et mon invité, Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Bonsoir Constance Le Grip. Bonsoir. Alors c'est extraordinaire parce que vous travaillez beaucoup, je sais, en ce moment à l'Assemblée nationale. Mais nous, en tant que... je dirais téléspectateurs, auditeurs, on se couche le soir et on se réveille le matin avec une autre taxe. Alors on sait que quand je me suis couchée hier, la taxe Zuckman sur le haut patrimoine venait d'être rejetée et finalement dans la soirée, une autre trouvaille qui est sortie du chapeau des députés, en l'occurrence celui du député MoDem Jean-Paul Mattei, l'impôt sur la fortune improductive. C'est cette nouvelle taxe adoptée à 163 voix contre 150. Elle est née d'une alliance improbable entre le PS, le RN, le MoDem et l'IOT. Votre réaction, Constance Le Grip, vous avez essayé de lutter quand même, on imagine ? Bien sûr, moi j'étais dans l'hémicycle toute cette semaine, partagée entre la commission des affaires sociales et l'hémicycle en réalité, parce qu'il se passait des choses en commission des affaires sociales aussi, mais hier soir, oui, j'étais dans l'hémicycle avec beaucoup de mes collègues des quelques groupes qui ont bataillé, qui ont pris la parole, qui ont déployé tous les arguments et qui, au bout du compte, ont voté contre la création de cette nouvelle taxation qui nous semble être... un élément de plus dans cette espèce de folie fiscale qui s'est emparée de l'Assemblée nationale contre nous. Essayons de lutter pied à pied. Je pourrais vous détailler évidemment, tous les votes contre que nous avons émis. On va essayer de voir déjà ce que c'est, parce que nos auditeurs sont peut-être un petit peu perdus. Alors là, ça touche... C'est l'ancienne IFI, c'est ça qui se transforme, et ça touche tout. Les yachts, les voitures de collection, les crypto-actifs, et surtout les contrats d'assurance vie. Ça, je voudrais en parler avec vous parce que ça touche énormément de Français. Clairement, nous sommes parfaitement conscients de cela. C'est bien pour cela qu'avec les députés du groupe Ensemble pour la République, avec les députés Horizon, avec les députés de la droite républicaine, nous avons bataillé et nous avons voté contre. En réalité, ce qui a été voté sur la base d'un amendement du député MoDem Jean-François Mattei, c'est ce qui, peu ou prou, ça a été reconnu d'ailleurs par le Rassemblement national, les députés du Rassemblement national, était dans le programme et toujours dans le programme de Marine Le Pen, à savoir un impôt sur la fortune financière. Et donc, il a ce nouvel impôt, mais je tiens quand même à dire que ça n'est qu'une étape parmi beaucoup d'autres étapes et qu'à l'heure où nous parlons, la chose est loin d'être définitive, vraiment. Non, mais sur le principe, c'est une assiette très très large. Donc, beaucoup de gens sont potentiellement concernés et on a agrégé toute une série d'épargne, de formes d'épargne. Vous citez à juste titre l'assurance vie, donc les fonds euros, considérés comme improductifs, ce qui est parfaitement baroque. Oui, parfaitement en effet, baroque, surtout quand on sait qu'elle sert à rembourser notement la dette française, c'est un petit peu dommage. Ce qui n'est pas du tout un caractère improductif. Et puis effectivement, on a agrégé des œuvres d'art, des détentions d'autres formes d'épargne auxquelles nos compatriotes sont très attachés. Ça veut dire que toutes ces personnes, alors plus on est riche, plus on paye, bon, il y aura un taux fixe d'1%, mais 1% sur toutes par exemple les métaux précieux, les yachts, tout va s'accumuler. Alors c'est un peu ça l'idée, mais encore une fois, moi je ne suis pas du tout promotrice de cette nouvelle taxation. Vous l'avez bien compris, ça s'est passé tard hier soir. Il n'y avait pas eu un débat aussi long sur cette initiative du député Mattei en commission des finances quelques jours avant. Donc tout est allé très vite. Ça s'est fait de manière assez, non pas précipitée, mais assez confuse, puisque il y avait l'amendement initial et beaucoup de sous-amendements, c'est ainsi que l'on le dit dans notre jargon, du groupe socialiste ont voulu alourdir la version initiale, à telle enseigne qu'un peu avant minuit, même la ministre des Comptes publics, Madame de Montchalin, qui pourtant vient à l'Assemblée très, très entourée par les experts de Bercy, ne pouvait pas exactement chiffrer le nombre de nos compatriotes qui seraient éventuellement impactés par un tel impôt, ni non plus approcher ce qu'on appelle le rendement de cet impôt,
qui, encore une fois, c'est créé à la faveur d'une alliance que vous avez vous-même, c'était le mot que j'avais employé moi aussi, qualifié d'improbable entre le Rassemblement national, le MoDem et le PS, bien sûr. Parce qu'on ressort le serpent de mer de l'ISF, sauf que la gauche manque sa cible, clairement, puisque les épargnants vont être touchés. L'assurance vie, ça concerne... D'ailleurs, j'ai regardé ça, il y a eu des records, 2 000 milliards d'encours en 2025 d'assurance vie, donc ça touche beaucoup de monde, Raphaël Steinville. Oui, ça touche beaucoup de monde, mais je me demande si on a raison de prendre au sérieux ces mesures. Quand je dis ça, c'est-à-dire que tout le monde l'aura compris, ce budget en l'état a peu de chances de passer. Et donc finalement, est-ce que on ne joue pas à se faire peur ? Est-ce que finalement, ce n'est pas la démonstration qu'un certain nombre de groupes parlementaires, si demain ils devaient advenir au pouvoir, ruinerait encore davantage la France et les Français. Donc pour l'instant, ils dévoilent leur jeu, mais tout le monde annonce la couleur. Non, mais est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce budget tel qu'il est en train d'être voté progressivement à l'Assemblée ? Ça n'est qu'une première étape de toute façon. La procédure parlementaire est ainsi faite que le budget va aller au Sénat. Et d'emblée, je puis vous le dire, cette taxe, dont je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler, enfin la taxe RN Mattei, la taxe improductive, elle est retoquée. Et elle sera retoquée par le Sénat. Et nous avons d'autres sujets qui vont ainsi progressivement évoluer au fil des discussions et des débats qui se déroulent dans les deux chambres. Que restera-t-il finalement de ce budget qui est en discussion ? Ça, je ne peux pas. Il est en cours de discussion. Très honnêtement, est-ce que le plus probable est que ce ne soit pas le budget initial tel que le Sébastien Lecornu l'a présenté en Conseil des ministres, qui soit ultimement voté par ordonnance ? Enfin, alors, plutôt pas voté, mais... Alors, ce n'est pas l'hypothèse dans laquelle se situe le gouvernement, mais... bien malin celui qui pourrait dire comment les choses vont évoluer entre l'Assemblée nationale, le Sénat, la navette, qui inclut, vous le savez, dans le cadre de ce qu'on appelle un projet de loi de finances, une CMP, une commission mixte paritaire, mais le gouvernement n'est pas du tout... au jour d'aujourd'hui, dans l'idée de faire passer en force son propre projet de loi de finances. Oui, le Premier ministre l'a dit très clairement. Ce soir, Sébastien Lecornu, qui peut tomber à tout moment. Mais Constance Le Grip, tout de même, alors, en effet, vous étiez contre ces taxes et j'imagine que vous déplorez cette séquence. Mais vous imaginez le spectacle, les Français qui vous regardent, qui regardent l'Assemblée, qui voient cette espèce de déluge de taxes dans tous les sens. Tout le monde est quand même touché dans cette affaire. Ça donne, encore une fois, un spectacle navrant de l'Assemblée nationale. Je suis la première à entendre ce que vous dites, puisque c'est exactement ce que me disent mes compatriotes que je croise dans ma circonscription, ou dont je lis les messages, effectivement, vu le nombre d'heures que nous passons semaine après semaine au Palais Bourbon. Je suis parfaitement consciente de cela. On est quand même quelques-uns et on n'est pas forcément toujours majoritaire sur tous les sujets, vous l'avez bien compris, mais à essayer quand même de garder un certain cap, d'avoir une attitude un peu responsable, un peu raisonnable. Nous ne faisons certainement pas tout bien, mais je pense qu'avec un certain nombre de collègues, que ce soit les collègues de la droite républicaine ou les collègues Horizon, nous essayons de garder le cap de la compétitivité de notre économie, de la croissance, du développement de nos entreprises. Là, et nous bataillons contre la folie fiscale. Mais il y a des majorités qui se créent, qui sont, il faut le dire encore une fois, très improbables, parce que souvent, c'est l'alliance des groupes extrémistes ou présentés comme tels. Vous croyez qu'il y a une alliance entre le PS et le RN ? C'est ce que semble dire le socle commun, même s'ils s'en défendent. Alors, ce n'est pas une alliance politique entre les partis avec tout ce que cela implique. Mais de toute façon, non, mais des deals de couloir. Il y a des votes et il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment au moment précis où les amendements ou les sous-amendements sont discutés. Et on a vu sur plein de sujets des votes à l'identique entre les députés LFI et les députés du Rassemblement national. Là, en l'occurrence, et c'est très spectaculaire, ce dont nous parlons depuis quelques minutes, c'est cette taxe Mattei, RN, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler, enfin cette nouvelle taxe, cette transformation, ce ISF New Look. Et là, c'est effectivement des votes convergents entre le PS et le Rassemblement national. Il y a en permanence des convergences de vues qui aboutissent à des choses que nous, au sein du groupe Ensemble pour la République, mais c'est le cas également de nos collègues de la droite républicaine, nous réprouvons et contre
lesquels nous bataillons, contre lesquels le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, bataille pied à pied. Je vous propose quand même d'écouter ce que vous dit Marine Le Pen, en tout cas au gouvernement Lecornu, pas à vous, Constance Le Grip, mais au gouvernement. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, j'avoue avoir un certain plaisir à vous voir vous débattre dans une situation aussi inconfortable. C'est le président Macron qui a souhaité vous faire tenir en équilibre parce qu'il fallait à tout prix éviter les élections. Donc ce budget, je crois que nous avons contribué par un certain nombre de propositions à tenter précisément de l'améliorer, si tant est qu'il puisse être amélioré. Vous avez toujours refusé ce que nous avions proposé. Et tout ce qui a été voté et qui est positif a été voté contre l'avis de vos ministres. Donc on ne peut pas dire que vous soyez dans une situation de compromis. En tout cas, vous l'êtes très certainement avec le Parti socialiste, mais pas avec le reste des forces politiques, et notamment celle qui peut-être dans cette Assemblée compte le plus parce qu'elle est la première. Est-ce qu'elle a tort, Marine Le Pen ? Je ne suis pas sûre de parfaitement suivre exactement, précisément ce que dit Madame Le Pen. Pour ce qui est du Premier ministre, et il le dit encore dans une interview qui paraîtra demain matin, lui, et il nous l'a dit à l'Assemblée, il l'a dit dans sa déclaration de politique générale, il est dans une posture de grande modestie, de grande humilité, j'ose dire le mot. Il est parfaitement conscient du fait qu'il n'est pas le chef d'une majorité parlementaire, qu'il est dans une position politique et parlementaire tout à fait inédite. Il n'y a pas de majorité. L'Assemblée nationale est fracturée. Sur sa méthode donc, d'avoir voulu abandonner le 49-3. Il se dit qu'il va peut-être falloir trouver d'autres solutions. D'ailleurs, il va rassembler les chefs, pas de parti, mais en tout cas ceux qui s'occupent des finances. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est une très bonne chose qu'il avait d'ailleurs déjà fait, et que les ministres avaient fait aussi. Mais manifestement, les choses n'ont pas mûri, je dirais, dans le sens de la construction de compromis qui soient quand même bons pour le pays, bons pour la France, bons pour les Français. Et donc, il souhaite effectivement revivifier le dialogue entre les forces politiques. Toutes les forces politiques ont été invitées, avec les ministres en charge, tant du projet de loi social que du projet de loi pour l'État, donc loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale. Et on est bien conscient du fait, le Premier ministre le premier, qu'il va bien falloir travailler ensemble pour trouver quelque chose, doter la France d'un budget et d'un budget de la sécurité sociale au 31 décembre, mais quand même sur la base de quelque chose qui ne plombe pas l'économie. Vous le dites vous-même, ça a été totalement dénaturé, ce que vous souhaitiez, vous, au gouvernement. Même la taxe sur les holdings est complètement vidée de sa substance. Entre ce qui était prévu et ce qu'il y a. Oui, mais alors, très franchement, la copie initiale du gouvernement, ça avait été d'emblée vécu par les groupes parlementaires qui soutiennent le Premier ministre, et il y a 4 groupes qui soutiennent l'action du Premier ministre, et par le Premier ministre lui-même, et par la ministre en charge des comptes publics elle-même, comme la copie à partir de laquelle devait se faire le travail parlementaire. Il n'a jamais été question. On est dans un cas de figure qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu les années précédentes. Est-ce que le centre de gravité de ce gouvernement, finalement, ne s'est pas déporté vers la gauche et notamment vers les partis socialistes? On a l'impression qu'il n'y a aucun geste à l'égard, notamment de la droite et des Républicains. Alors, très franchement, le groupe de Laurent Wauquiez, avec notre soutien, ce sont des choses que nous avons votées avec d'ailleurs beaucoup d'engagement et d'enthousiasme, a obtenu la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires, a obtenu le dégel du barème de l'impôt sur le revenu, et a limité hier la taxation en effet sur les holdings. Et puis la taxation sur le holding, qui est un mécanisme de lutte contre la suroptimisation fiscale, c'est comme ça que c'était présenté. Nous avons nous-mêmes voté effectivement l'amendement de réécriture de cet article proposé par le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, qui appartient à la droite républicaine. Donc il y a des compromis qui sont élaborés de part et d'autre, mais clairement, quand il y a des alliances improbables, quand il y a des alliances improbables et qu'elles aboutissent à la création de taxes supplémentaires, là, nous allons devoir dire stop. Dans quelques instants, d'ailleurs, on aura Philippe Brun au téléphone, un député PS de l'Eure. D'ailleurs, c'est lui qui est l'auteur d'un sous-amendement qui exclut dans cette fameuse impôt sur, j'arrive même pas à le dire, sur les fortunes improductives, parce que ça change tous les jours. Ça il y a un autre nom qui exclut un bien par foyer fiscal dans la limite d'un abattement d'1 million d'euros. On va lui poser plein de questions. Merci Constance Le Grip. On se retrouve dans quelques instants.